Tu te rappelles, un jour tu m'as dit que tous les dealers étaient des terroristes. Tu penses encore ? Eh oui, je le pense encore. Oui. Les dealers sont des terroristes, alors il faut les traiter comme des terroristes. Il faudrait d'ailleurs commencer par celui qui t'a vendu ta première dose. De toute façon, tes terroristes, t'as bien vu, ils restent jamais longtemps au trou, hein, l'armée dehors, alors. Mais pas tous, pas tous. Oui. Dis donc, tu t'es regardé là, alors, vraiment tu me lis pas. Hein. Généralement, ce sont les clients qui me regardent, pas moi. Enfin écoute, Cécile, on est dans un cimetière, c'est pas une tenue. Non, mais c'est pas ça qui va les réveiller, t'inquiète Mais pas. si, t'es mort, bon. Si, je t'assure. Daddy, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. Ça va? Ouais. Tu viens de la 7, vous devez avoir des amis en commun. La 7, j'en ai plein, hein. Oh, moi aussi, surtout un qui m'aime beaucoup. Mais justement, un arabe qui connaît trop de poulet, moi je trouve ça louche. Mais non, dis-le, mec, retiens-moi, putain de sale race de français. C'est ce que je leur fais au poulet, moi. Je leur donne le coup, pour le mettre dans le couscous. Il a que comme ça qu'ils sont bons. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Pour la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée au polar français à l'occasion du festival La Vilaine était en noir qui a lieu du 23 au 26 septembre, 26 novembre, je suis un peu décalé, je suis désolé, à Rennes bien évidemment, et je vous engage encore une fois à aller sur le site internet de La Vilaine était en noir pour vous rendre compte un peu du programme qui est proposé, beaucoup de choses hein, entre dédicaces d'écrivains, entre les expos photos, les concerts, et nous on se charge donc aussi un peu de la partie cinéma, même si je crois qu'il y a 2 projections de prévues au Tambour, mais encore une fois je vous engage à aller voir le programme sur internet. Nous pendant cette deuxième partie d'émission, la première étant disponible évidemment sur le site de Canal B où on a parlé notamment de Jules Dassin, du cinéma des années 50, 60 et un peu 70. On a tout couvert en 55 minutes, on a parlé de tout ce qu'il faut savoir sur le polar, on l'a dit en 55 minutes. Et du coup, on va juste continuer parce que finalement, on aime bien s'entendre parler et on parlera aujourd'hui un peu plus du rapport un peu politique et ou réaliste du polar français et je pense que du coup, on passe par contre à une autre décennie, même si on va commencer un peu avec les années 70 hein. On va parler de Boisset notamment évidemment et de son apport très important au film politique, donc évidemment qui se rattache au polar hein. Ne pas confondre parce que je pense que moi j'ai fait l'expérience un peu, faut pas forcément rattacher le polar au film noir hein. Le polar c'est tout simplement ce qui se rattache au genre policier un polar c'est un terme familier pour parler du genre policier hein. C'est pas le film noir qui là pour le coup est quelque chose de très particulier avec des codes. Le polar le film noir est du polar mais le polar n'est pas film noir forcément. C'est compliqué hein, tout ça hein. C'est compliqué, n'empêche qu'on a parlé des grandes gueules, on peut pas dire que les grandes gueules soient un film noir quoi. On peut pas dire que Juge Fayard soit un film noir, c'est un polar politique mais c'est pas un film noir Juge Fayard, on va en parler après. Je sais que tu as prévu une petite bafouille ou t'avais une bafouille à dire avant de passer quand même j'avais une bafouille à dire sur quoi? Sur le sommaire? Sur le sommaire, sur ce qu'on allait raconter aujourd'hui. Ouais, après, ce dont on voulait parler, c'est oui, voilà, parler un petit peu. C'est vrai que moi, ce qui est assez marquant quand tu regardes des films policiers des années 70 particulièrement, c'est un peu leur valeur
documentaire en termes de l'actualité politique du moment. Bon, évidemment, n'importe quelle cinématographie dans les années 70, ça a été ça. Hein. C'est un cinéma qui était vraiment en prise avec son époque, où vraiment les contre-cultures... De façon assez rapide, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça arrivait quand même quasiment dans l'immédiat. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y avait le Watergate et la même année, t'avais les hommes du président. C'était oui, un peu c'est ça. ça. Ouais, aux États-Unis, c'est très réputé pour ça. En France, il y a eu ça. Toujours à la traîne, évidemment, les petits Français. C'est de façon un peu moins la France a vécu ça avec la guerre d'Algérie, mais sauf que les films sur la guerre d'Algérie, du coup, étaient entre guillemets censurés, quoi. Oui, pour le peu qu'il y avait, quoi. Pour le peu qu'il y avait, c'est pas du tout pareil qu'aux évidemment, États-Unis. La France a toujours eu un problème avec son histoire directe, et quand elle se mettait à parler de son histoire entre guillemets contemporaine, c'était quand même avec quelques années de retard, et c'était jamais avec un regard aussi intéressant que les Américains peuvent l'avoir. Les Américains, malgré tout, ont un rapport avec leur histoire qui est extrêmement intéressante. Enfin, les cinéastes américains ont un rapport avec leur histoire qui est extrêmement intéressante et extrêmement efficace. Ouais. Ce que les Français ont eu rarement, et Boisset, par exemple, dont on va parler, a eu, entre guillemets, ce courage, parce que ça a demandé du courage de faire un film comme Le Juge Fayard, par exemple. Ça a un peu, d'ailleurs, détruit sa carrière. Ça a mis en danger sa famille et sa vie à lui. Je conseille à tout le monde, on va en reparler de toute façon après, mais c'est vrai que je le dis maintenant, de lire l'autobiographie d'Yves Boisset, La vie est un choix, hein, qui est vraiment passionnante, sur tout son rapport déjà en tant que technicien du cinéma, des histoires complètement folles, hein, à prendre par exemple que pendant le tournage de Paris brûle-t-il, pour lequel il était assistant réalisateur, ils ont recréé, ça n'a rien à voir avec la tambouille, hein, mais c'est un plaisir de raconter ça, ils ont recréé du coup dans Paris la Libération, qu'ils avaient fait en sorte de vider tous les immeubles pour qu'ils puissent recréer la Libération avec les chars allemands et puis les chars américains et tout le bordel. Et sauf il y avait une petite dame qui était pas sortie de chez elle, et pendant qu'ils tournaient une séquence de fusillade avec des soldats de chaque côté, la petite dame elle est sortie de chez elle, elle a vu des soldats, elle a dit ah non pas encore, et puis elle est morte. Et enfin des histoires comme ça qui sont complètement folles, et quand il revient aussi sur l'histoire du Juge Fayard, c'est assez fou et ça fait peur, et heureusement que Pasqua est mort. Et c'est un peu avec René Vauthier, ça doit être un des cinéastes les plus censurés de France, quoi, oui, mais qui occupe déjà une place. C'est un peu notre Peter Watkins. Ouais, en tout cas, il a une place un peu marginale dans le cinéma français, et c'est vrai que, mais c'est quand même quelque chose, ce fond-là, ce côté en prise avec l'actualité, on va quand même le retrouver chez des cinéastes beaucoup plus mainstream. On a un petit peu évoqué Henri Verneuil dans la première partie de l'émission, mais Henri Verneuil qui doit être un des cinéastes français, je pense que genre en termes de box-office, ça doit être un des cinéastes français qui a eu le plus de spectateurs en salle, hein, à côté de gens comme Zidi ou Gérard Houry, probablement, quelque chose comme ça. Mais pourtant, même dans ces films, on retrouve quelque chose de très percutant en termes de prise avec l'actualité, et très critique, quoi. Avant de se lancer vraiment dans ce rapport, et puis dans la fin de l'émission, on parlera un peu plus aussi de films plus récents, c'est-à-dire qu'on a moins de 20 ans, quoi. On va écouter tout de suite des extraits et de la musique, justement. Tout d'abord, Le Nada de Claude Chabrol, et puis un peu de Morricone, et puis on se retrouve juste après pour causer justement de Boisset et des gens qui avaient un peu de couilles dans les années 70. Et avec le manifeste, tu as avancé? C'est fini. Top. Bon, vendredi, on fait le coup. Ce vendredi? Qu'est-ce que tu croyais? Rien n'est prêt. Les bagnoles, les munitions... Bah, il n'y aura pas de problème. Les polars, ça n'en coupe. C'est ça que tu penses? Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique sont les deux mâchoires du même piège à con? Il ne faut pas prendre les choses comme les... Écoute, Bueno, Tu ne t'imagines tout de même pas que nous allons abandonner l'opération. Tire-toi si tu veux. Mais tu comprends pas, je veux pas me séparer de vous. Je demande qu'on suspende l'opération, le temps d'en discuter. Il n'y a plus rien à discuter. Plus rien à discuter. Je regrette, Truffet. T'es passé de l'autre côté. Mais bordel, c'est parce que je suis communiste libertaire que je demande qu'on suspende l'opération. Communiste libertaire, mon cul. Vous l'attrapez tous. Tu n'es pas le premier que je vois, vous l'attrapez tous. La vérole marxiste, la vérole du compromis, la vérole politique. Je fous le camp, Truffet. Je fous le camp. Je sais déjà tout ce que tu voudrais me dire. Et la presse en dira autant dans 5 jours. Écoute, Bouen, ça fait 4 ans qu'on se connaît et... Fous-moi la paix ou je te cogne.
Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Kerjean, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection? Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour: quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle, ou vous fermez boutique. Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrangera. Oui, mais ça s'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI. Eh bien voilà, un homme avisé, malin. Il va pouvoir partir en vacances toute l'année. Tous ses soucis sont pour nous maintenant. Dites-moi, mon vieux, vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords? C'était donc un extrait de là à l'instant de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est Verneuil. Ouais. On va les confondre, hein, tous ces gens-là. Et puis juste avant, l'extrait de la musique d'Ennio Morricone de Icône Icare. Et puis Nada de Chabrol. Icône Icare, c'est Verneuil. Verneuil encore. Ouais. C'est fou. Ça, faut vraiment. Non mais j'ai de grosses lacunes. Faut que je me remette à Verneuil. Moi, le dernier film de Verneuil que j'ai vu, c'est Le Président avec Gabin. Et c'était très très bien. Et je pense que dans pas longtemps, au cinéma Emma, on entendra du Président pour une solution pour la France. Tout ça pour dire que on va parler quand même un peu du versant politique du polar français. Et c'est évident, on parlait de Boisset juste avant, et que Boisset a eu un rôle très important là-dedans. Et il a risqué un peu sa vie et la vie de sa famille là-dedans. Encore une fois, je ramène à son biographie, hein, La vie est un choix, où il parle de tout ça, et notamment sur Le Juge Fayard, donc l'un des derniers films de Patrick Devers. Son dernier sera 1000 milliards de dollars, justement, de Verneuil. Le Juge Fayard, qui parle donc lui de l'assassinat du juge Renaud, merci. J'ai un peu même oublié toutes les implications politiques que ça pouvait avoir, mais ça impliquait le SAC, donc la police secrète, la police privée de Pasqua, hein, qui faisait son ordre comme il voulait, et donc c'était vraiment le film a été fait dans l'actualité du moment, hein, et Boisset, lui, juste après, c'est pour ça que je parlais quand même de courage et de risque, c'est que le SAC l'a clairement menacé, il a eu du mal, je crois, à fournir des preuves que c'était le SAC, évidemment, mais faut relire son bouquin, et puis lui il en parle souvent en interview, hein, quand même, parce que c'est évidemment quelque chose qui l'a marqué, puisque des gens ont menacé la vie de ses enfants, l'ont menacé lui, et c'est vrai que ça l'a beaucoup gêné pour continuer sa carrière de cinéaste. Tout ça, de toute façon, puisque la censure française, qui à l'époque était très active, avait un peu de mal quand même à lui faire du mal, même si son film-là, par exemple, à chaque fois que le mot sac était prononcé, du coup ils ont dû le biper quand le film est sorti. Alors encore une fois, je ramène à son bouquin parce que l'histoire est assez géniale, hein. C'est arrivé genre 48 heures avant la sortie du film, donc Boisset lui-même avec ses amis ont dû aller biper à la bouche sur la pellicule, sur l'objet pellicule des 10 ou 15 copies qui étaient disponibles pour la sortie salle, ont dû aller remplacer le mot sac par des bips, sauf que le public n'était pas dupe, et du coup le public, dès qu'il entendait un bip dans le film, criait sac dans la salle. Mais après ça, du coup, il a eu affaire à une censure économique. C'est-à-dire qu'il a eu, comme par hasard, les impôts qui lui sont tombés sur la gueule, qui lui ont réclamé de l'argent. Ça lui a demandé des dizaines d'années de procès et de perte d'argent
pour prouver que il avait rien à cacher sur l'argent qu'il avait gagné et que voilà. Mais donc du coup, ça l'a empêché de tourner. C'était une autre forme de censure. C'est très intéressant de mettre, de lire ça, de lire aussi le bouquin de Peter Watkins, Media Crisis, et des bouquins dans le genre pour comprendre les différentes formes de censure dont la France a pu abuser clairement pour mettre à mal certains cinéastes qui justement voulaient parler de l'actualité politique française, ce que les Américains n'ont peut-être pas eu, même s'il y a eu la chasse aux sorcières, hein, évidemment, qui a fait beaucoup de mal, qui est bien avant, mais qui a fait beaucoup de mal aussi, et qui, je pense, de façon très sournoise, a elle aussi eu un héritage dans les années 70, mais c'est vrai que les années 70 aux États-Unis, parce que c'est contemporain d'un film comme Le Juge Fayard, arrivait malgré tout à parler de certaines choses qu'en France c'était très compliqué, voilà. En tout cas, l'idée, aux États-Unis, ils ont pour eux que dans les années 70 en tout cas, Hollywood étant relativement indépendant, ce qui fait du fric, on le laisse faire, quoi. Et à partir du moment où on a vu que certains trucs, les Easy Rider et tout ça, ça marchait, les mecs, ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient pendant une certaine période. Et ce que voulait le public américain, c'était être en phase avec la remise en question des pouvoirs étatiques qui avaient lieu sur la scène politique au même moment. En France, ça n'a pas été pareil. Alors là, on parle de Boisset. Alors c'est vrai que Boisset, c'est pas un cinéaste de très grande envergure, je pense. C'est pas, quand moi, Le Juge Fayard, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas un très grand film. Il y a quelque chose qui ne vaut pas des films de Pakula, qui ne vaut pas l'équivalent américain en termes de sur cinéma, des films qui remettent en question. On est dans les années 70, donc c'est vraiment le moment de la grande crise de conscience, crise de confiance dans les pouvoirs politiques. Boisset, c'est un peu le cinéaste de ça, un cinéaste pas de la parano. Lui, il joue pas trop là-dessus, mais vraiment en prenant l'affaire du juge Renaud, on est à fond là-dedans. C'est même au contraire, parce que lui, il va cibler un peu plus justement. Oui, de façon très lourde d'ailleurs. Oui, voilà. oui, Boisset, il a pas toujours. Boisset, il est très manichéen. Voilà, quand il va filmer un officiel de l'État et compagnie, c'est vraiment, ça va être un bonhomme aux dents longues qui va dire clairement son truc, genre on fait comme ça parce que ça intéresse nos petits intérêts et compagnie. J'aime bien quand tu fais le type aux dents longues. Je fais mal parce que j'ai pas mis mes dents longues là, et puis en plus j'ai le nez bouché parce que je suis malade. Mais voilà, il y a un truc comme ça chez Boisset qui de toute façon va pas créer la même je sais pas, cette même puissance cinématographique. Parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté, c'est-à-dire que évidemment quand faut faire la distinction, je pense, entre un film à thèse et un film dossier. Le film à thèse, ça va être plutôt le côté Costa Gavras, donc ça c'est le côté un peu négatif, qui lui t'assène une thèse justement. Voilà ce qu'il faut penser. Boisset, il est plutôt dans le film à dossier, même s'il est sur la limite des fois. Le film à dossier, c'est un film qui est très documenté, qui va vraiment te présenter les faits. Alors ça peut être lourdingue, ça n'empêche pas du tout, mais par contre sur la fin, il va pas te donner une réponse. Le juge Fayard, c'est typique de ça. C'est-à-dire que la fin du juge Fayard, finalement, on sait pas qui l'a tué, le juge Fayard, et il te dit pas, voilà, qui l'a tué, qui est responsable non plus, même s'il a pu avoir la main lourde, à d'autres moments du film, sur la critique des responsables politiques ou des responsables judiciaires qui sont mêlés. De toute façon, tous, c'est-à-dire qu'il va foutre un peu, en effet, une classe dirigeante dans un même paquet. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, et même si, du coup, finalement, il va te dire c'est eux les responsables quand même, mais on n'a pas affaire à la fin du film à une réponse de savoir qui a tué, qui est responsable même de cette mort. Est-ce que lui-même n'est pas finalement n'a pas cherché justement cette espèce de martyr dans le juge Fayard. Moi c'est comme ça que je l'avais ressenti en tout cas, c'est-à-dire qu'il a un côté justement Devers dans ce film, le personnage de Devers, il a un côté je recherche le martyr, donc est-ce qu'il n'a pas une forme de responsabilité aussi là-dedans quoi. Contrairement au film à thèse de Costa Gavras où là pour le coup on te dit voilà c'est comme ça qu'il faut penser quoi. Et ça c'est mal. Enfin ça c'est mal. Enfin moi je vais pas voir un film pour qu'on me dise ce que je dois penser. Avec les Boisset, tu gardes quand même à la fin du film une forme d'ambiguïté qui n'est pas comparable, c'est sûr, avec les films de Pakula par exemple où là pour le coup on est dans un gris constant. C'est complètement fou et en plus ce qui est beau avec les films de Pakula par exemple,
c'est qu'esthétiquement, ça correspond. Boisset, cinématographiquement, il lui manque quelque chose. Pakula, par exemple, il a beaucoup travaillé avec Gordon Willis, qui était aussi le chef-op du Parrain, par exemple, qui a créé cette magnifique lumière, justement, une espèce de clair-obscur, mais plus sournoise, justement, qui correspond exactement au sujet du film, quoi. Dans le Parrain, par exemple, c'était aussi ça. Mais là, il va utiliser avec des films politiques, Pakula, et c'est brillant. Boisset, il lui manque ça, je pense, une esthétique en fait qui est interchangeable de film en film. Hein. Oui, bien sûr. C'est quelque chose visuellement c'est pas très généreux, quoi. Il y a quelque chose qui est pas très abouti cinématographiquement chez Boisset, mais chose qu'on peut, si on le compare à quelqu'un comme Verneuil qui est beaucoup moins virulent au niveau politique et qui est un cinéaste beaucoup plus majoritaire. Encore une fois, Verneuil, c'est un cinéaste dont on a un petit peu évoqué lors de la première partie de cette émission, mais qui est un cinéaste, comme je disais, voilà, c'est un bonhomme qui a sûrement qui a le plus d'entrées au box-office, et quelqu'un quand on regarde les films, c'est assez sidérant en fait de à quel point c'est quand même quelqu'un à travers plusieurs films où tu les regardes maintenant, tu dis putain ouais, ils ont parlé de ça à cette époque-là, quoi. Tu vois quelque chose, et là où c'est aussi un cinéaste qu'on peut aussi pas mal rapprocher de Pakula. Pakula, c'est quelqu'un qui a une attention particulière à l'architecture, qui a beaucoup joué sur l'architecture moderne, des bureaux, des cases des bureaux, les compartiments, comment les compartiments finissent par communiquer, la collusion du pouvoir économique avec le pouvoir politique, des choses qui étaient extrêmement prégnantes à l'époque déjà, dont Verneuil a pu se faire un peu l'écho à travers ses films. 1000 milliards de dollars, c'est un film qui est très étonnant pour ça, qui parle vraiment des multinationales, qui là pour le coup il n'y a pas de flic dans ce film-là, mais c'est l'histoire d'un journaliste, Patrick Dower, qui va enquêter sur un homme politique qui rentrerait un petit peu en collusion dans ses intérêts avec ceux d'une multinationale, la GTI, qui est une sorte de grosse entreprise énorme, multinationale, qui s'implique dans tous les pays, qui détruit des entreprises, qui les remplace, qui les rachète, et qui est énorme. Alors chez Verneuil c'est particulier parce qu'à la fois quand je les regarde maintenant, moi je me dis putain c'est à la fois visuellement, quand tu regardes certains plans, tu dis putain le mec il touche sa bille, il te fait des cadres de fou. C'est assez taré dans certains cadres. Il y a une générosité au niveau de la musique, au niveau du récit, qui fait que c'est vraiment du gros divertissement populaire français. Il y a quelque chose qui est hyper efficace, qui est même pas efficace mais surtout généreux. Mais quand on les regarde maintenant, on se dit putain c'est un peu pâteau, quoi. Enfin il y a quelque chose de très français, que je dis très français parce que c'est souvent ce que je ressens dans des films populaire français ou à grand spectacle, c'est que je me dis putain ça n'a pas du tout l'efficacité du cinéma américain, ça a quelque chose très américain, qui pour le coup des films où cette générosité là n'est pas trop cinématographique, n'a pas ce côté où les Américains savent faire du spectacle avec tout et savent raconter un récit cinématographiquement. Verneuil, t'as l'impression que des fois c'est presque proche, justement c'est très cadré. Peut-être qu'un Américain qui va regarder ça va se dire exactement la même chose mais inversé. Oui, non mais peut-être. Et en tout cas 1000 milliards de dollars qui reste un film étonnant, mais il y a des moments où tu dis putain ça pourrait être juste un article en fait, ça pourrait être juste un article. Il y a des moments, des scènes de flashback dans 1000 milliards de dollars où d'un coup ils vont te raconter que oui cette grosse entreprise d'un coup elle est toute pourrie évidemment, c'est une multinationale, c'est le mal, et en plus c'est une multinationale qui existait avant la Seconde Guerre mondiale et qui a aussi fricoté avec les nazis, et c'est ce qui va la faire couler à l'issue du film, de scandales qu'on a connus dernièrement avec IBM par exemple, donc qui ont été révélés il y a pas si longtemps que ça. Donc tu dis il y a toujours un truc dans le président qui est là pour le coup pas du tout un polar mais une sorte de thriller politique, et encore même pas vraiment parce que ça met vraiment le personnage principal, c'est le président du Conseil à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et qui dit clairement mais l'Europe que vous voulez nous construire, c'est pas une Europe des sans frontières ou une Europe sociale ou je sais pas quoi, ce que vous voulez nous construire c'est une Europe des grandes entreprises européennes. Le président, ça reste un film qui aujourd'hui a quand même vachement de déco. C'est très peu connu ce film là, mais tu regardes ça maintenant, tu dis ouais putain la vache c'est taré, ça c'est un film vieux, voilà, c'est Jean Gabin qui joue ce film là, il y a des discours là-dedans, tu dis waouh c'est incroyable, c'est déjà ça à cette époque là, t'as ce film là qui sort et c'est clairement tout ce qui nous préoccupe maintenant. Oui. Et t'as plein de films comme ça de Verneuil, ou Icom Icare qui est un film qui se passe pas en France, qui se passe dans une sorte de pays imaginaire, mais qui là pour le coup
est très américain parce qu'il va clairement il parler a une de carrière un l'assassinat peu de Kennedy. américaine. Il a aussi une carrière américaine après. Il a fait un western que j'ai pas vu, je crois, une sorte de simili film de guerre que je n'ai pas Avec que j'ai Anthony pas pu Quinn, voir. celui sur Saint-Sébastien. Oui, c'est ça. Ah, oui. Mais il y a Verneuil, c'est pas le seul cas de cinéaste français comme ça qui d'un coup va s'attaquer de front à des problèmes politiques de l'époque de façon qui te paraissent presque inconcevables maintenant, quoi. Je pense que Mort d'un pourri, qui est pareil, qui est pas un très bon film, le fameux Mort d'un pourri dont on avait parlé lors de notre émission spéciale Sautet, parce que c'est un film écrit par Sautet, mais alors qu'il n'est pas crédité au générique parce qu'il voulait pas être taxé par les impôts pour ça. Donc c'est un film sans scénariste au générique. On sait que c'est lui qui l'a fait, c'est Audiard qui écrit les dialogues, mais il n'y a pas de nom crédité au générique. Mais qui est un film qui raconte aussi ça, la collusion des pouvoirs économiques avec les pouvoirs politiques, qui va effectivement toujours dans cette époque où il y a les scandales de la France-Afrique qui arrivent et compagnie. Tu dis putain, au même moment il y a le cinéma populaire français ultra majoritaire. On est un film avec Delon, plein de stars au générique, qui s'attaque à ces trucs-là. C'est assez taré de voir ça. Comme tu dis, c'est surtout inconcevable aujourd'hui. Un peu, maintenant, quoi. tu dis si on peut avoir des trucs, il doit y avoir des trucs que je ne regarde même pas parce que je me dis ça va être tout pourri. Mais La Conquête, il y a ça. Un peu après. Ah non, justement, La Conquête, on n'est pas du tout là-dedans. On sait pas l'actualité. Après, c'est 3 ans après ou je sais pas quoi. Ça va raconter le Sarkozy et compagnie. Je pense que c'est un film qui est sorti dernièrement avec Deux Maisons, je crois, sur ou Gilles Lelouch sur Denis Robert qui est sorti là-dessus. Oui, il y a eu ça, il y a eu un film aussi sur le trader Jérôme Kerviel que je n'ai pas vu non plus, mais c'est alors faudrait peut-être que je le voie, peut-être que je vais dire une connerie, mais je suis assez convaincu que le film va pas se mouiller en fait. Voilà, si le film s'était mouillé, il y aurait sans doute beaucoup. Enfin, faudrait que je le voie, d'accord. Je vais pas faire des critiques là-dessus, mais j'ai un peu de mal à concevoir qu'un film sur Jérôme Kerviel ou sur Denis Robert aujourd'hui soit gênant politiquement en fait. Mais c'est aussi parce que l'époque veut ça, c'est que même si finalement ces films-là étaient gênants politiquement ou s'ils assénaient de vraies vérités, de toute façon ça aurait pas d'influence quelconque. Oui, probablement, je pense. Mais aussi parce que c'est pas des films non plus avec Delon, avec des acteurs qui ont la carrure que pouvait avoir à l'époque Delon par exemple, ou Gabin, ou des gens comme ça. C'est-à-dire que faut aussi avoir ça en tête, c'est que là on avait affaire quand même aux plus grandes stars de. Enfin, si tu veux vraiment faire un film qui a une influence politique, finalement, il faut aussi mettre l'acteur, ou en tout cas le nom, pas forcément l'acteur, mais le nom qui va faire que ça aura une influence, quoi. Parce que évidemment, sinon tu peux lire aussi Mediapart ou n'importe, et toutes les vérités tu pourras les trouver si tu veux. Sans les vérités tu peux trouver partout, c'est pas le problème. Mais si tu veux que ça a une influence populaire, il faut faire un film populaire. Et c'est ce que la France aujourd'hui et depuis pas mal de temps, je pense, a beaucoup de mal à faire. C'est un cinéma populaire qui est pas forcément une influence politique, mais qui en tout cas met des pieds dans le plat et aborde des problèmes qui correspondent aux problèmes qui. Ouais, c'est la question du genre. C'est vrai que le genre du film policier, qui est un genre qui a construit ses codes au fur et à mesure. On a l'impression que maintenant la problématique du cinéma français, pour certains auteurs qui veulent œuvrer là-dedans, prennent le genre pour une fin en soi. On a l'impression que c'est à peu près, complètement. Vraiment coupé d'une réalité politique et tout ça, alors que ça a quand même toujours, enfin pas toujours, mais c'est une des bases du cinéma, du roman de genre polar et tout ça, de porter un regard sur son époque. Oui, et même du genre en général, pas uniquement le polar, hein. Quand tu regardes, moi j'ai c'est le cinéma d'horreur américain par exemple, fin 60 début 70, qui va justement, quand c'est La Nuit des Morts Vivants, Zombies, même Rosemary's Baby, ça a une influence, ça s'imprègne vraiment dans la vraie réalité. Le genre est là pour ça, et le polar évidemment est plus que l'intrigue, plus que la résolution d'une intrigue de qui a tué quoi. C'est vrai que tu t'en fous. C'est ce que ça va représenter, ce que ça va raconter sur le monde dans lequel tu vis ou dans lequel les personnages vivent. C'est ça qui est. Et c'est vrai qu'il y a une très mauvaise articulation en France, je pense, entre les exigences du spectacle, qui sont donc celles du genre, avec cette volonté documentaire et cette volonté politique de témoignage et tout ça, de faire quelque chose qui pourrait être virulent. Aux États-Unis, ça peut être assez plein là-dessus. Il y a des années où
ça a été assez plein ce rapport-là, et en France assez moyennement. Là, on va parler par exemple de toute une vogue de films policiers qui ont au contraire vidé le genre, hein, parce que là, on va parler de Police, de Piala, de L627, de Tavernier, de Petit Lieutenant, de Beauvois, qui sont des films policiers là pour le coup, mais qui vont avoir une approche beaucoup plus naturaliste, vraiment dépouiller le genre de toutes ces figures pour aller au plus près du quotidien, mais pour le coup on n'est presque plus du tout dans le genre, quoi. Non, mais par contre, de parler de ce quotidien, ça aborde beaucoup plus justement des problématiques. Justement, on va écouter un petit extrait, je pense, de L667. L627, c'est un autre article du code pénal. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est un code de la santé publique, hein, d'après ce qu'ils disent dans le film. Hein. J'ai pas été vérifié. Moi non plus, je connais pas le code pénal par cœur encore. De la santé publique. J'ai pas assez mais travaillé. du coup, un petit extrait justement, et puis juste après on parle de ce film de Bertrand Tavernier, et puis des autres que tu viens de citer. Salut. C'est ici les stupes. Eh ben voilà, je m'appelle Marguerite. Je viens travailler avec vous, enfin, si vous voulez bien. Tiens, moi c'est Dominique Henriot, dit Dodo, et j'ai le malheur d'être le chef de ces baltringues. Mais je ne me laisse pas faire, même pas par Manu. Ah Dodo, ça va mal finir, fais attention. T'es un véritable âne, hein. Et ça c'est Diop Mamadou, dealer de son état, très gentil garçon. Quand on sait lui parler. Pas vrai Mamadou? Salut. Antoine Cantoni, Guy Louping, ou Tonio, ou la belette, enfin, comme tu veux. Bienvenue, Emmanuel. Tu tombes mal, le chef a sacré. Tu ferais mieux de tout avouer. Mais on sait que tu dis l'espèce d'abruti, tout le monde nous l'a dit. Hein? Alors c'est pas toi qui vas dire le contraire. Je te jure, chef. Je te jure que je ne vois pas. C'est pas te tromper, chef. Tu te fous de ma gueule? Commence par apprendre que je ne me trompe jamais, tu comprends ça, Mamadou? Jamais! 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 Vous êtes témoin, les gars, il s'est cassé la gueule tout seul. Alors, t'as réfléchi, Mamadou? C'est bien toi qui vendais? Je t'ai dit, chef, moi, travail. Moi, la drogue, jamais. Jamais la drogue. T'es vraiment un sale menteur. T'as pensé à ta mère? Quand chez toi au village, tout le monde va savoir que tu vends de la drogue. Est-ce que tu y as pensé un seul instant? Hein? Et ton père? Quelle honte va s'abattre sur lui. Jamais tu réfléchis à ça, Mamadou. Hé, Mamadou. Et Dieu? Tu as pensé à Dieu? Il te regarde, lui. Il a vu que tu vendais. Dieu, personne le baise, il voit tout. Tu vas casquer, tu sais. Tu vas casquer. On se prend un café? Hein? Ah oui, oui. Ok. C'était un extrait de L627, donc film de Bertrand Tavernier, qui avait déjà officié dans le polar avant, puisqu'il avait adapté déjà Jim Thompson, notamment pour Coup de torchon avec Philippe Noiret et Eddie Mitchell. Moi, un film que j'aime beaucoup. Là, il laisse un peu de côté pour ce film-là la Steadicam, mais en tout cas, il l'utilise un peu moins. Il y a justement quelques plans dans le film, moi, qui me gênent parce que ça sent un peu trop la mise en scène. Mais ils sont assez rares dans un film qui dure plus de 2 heures et qui a une énergie assez impressionnante pour un film qui est finalement une chronique, hein. En plus de ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des films qui abandonnent un peu finalement la narration policière pour et je pense comme Police et puis toutes les figures, quoi, rentre dans plus la chronique. Là, on va suivre par exemple dans les 627 le parcours d'un flic qui passe de brigade en brigade, de poste en poste finalement, parce que suivant son patron qui lui plaît ou qui lui plaît pas ou qui va décider de le virer, bah du coup il va aussi où est-ce qu'il peut aller finalement. Et donc qui date de 91 et qui retrouve, comme on pouvait la voir dans les films des années 50 justement, cette espèce d'ancrage, je trouve en tout cas, dans une réalité de son époque vraiment, quoi. Le film a été beaucoup accusé de racisme quand il est sorti, parce que tous les dealers sont noirs, par exemple. Alors on peut juger le film comme on veut. Après le film, même si c'est une chronique, use le point de vue d'un personnage principal qui lui-même a un moment, un dialogue à ce niveau-là sur le fait, on peut me considérer, tu peux croire, il engueule un collègue à ce niveau-là, tu peux croire que je vais voter Le Pen si tu veux, c'est pas mon problème, moi ce que je veux c'est vider les dealers des rues, quoi.
Voilà, après, le type bosse dans un certain quartier, les dealers qu'il arrête sont noirs. Je suis content que Tavernier, à ce moment-là, ait pas cherché à faire un film justement extrêmement consensuel ou en tout cas à faire un portrait, je sais pas, gentil de la société qu'il observait et de montrer qu'à un moment il y avait un dealer blanc juste pour montrer qu'il y avait un dealer blanc. Il a pas cherché à faire ça. Finalement, j'en suis assez content. Je pense pas du tout que le film soit raciste à aucun moment ou xénophobe ou quoi que ce soit. Ça c'est un autre problème de toute façon, mais le fait est que de revoir moi L627, parce que je l'avais déjà vu, c'est un film qui a eu son succès, mais de le revoir pour cette émission, alors il y a des acteurs qui sont beaucoup moins bons que d'autres qui sont pour le coup excellents, comme l'acteur principal que je trouve merveilleux, et il y a des seconds rôles. Didier Bezace, voilà, il est extraordinaire, je trouve, dans ce film, vraiment, quoi. C'est le rôle de sa vie, de toute façon, parce qu'il n'en aura pas beaucoup d'autres, des rôles principaux. Mais voilà, c'est un très bon exemple pour moi, je pense, de cette chronique policière des années début 90, fin 80, début 90, parce que le film a dû être tourné en 89-90 en fait, et je pense que pour le coup ça c'est un bon thermostat vraiment de l'époque, et qui encore aujourd'hui de toute façon est aussi d'actualité, notamment sur tout le rapport que ça peut avoir au fond, justement, les moyens que peuvent avoir les policiers, et quels moyens ils ont, et quels moyens, vu ce qu'ils ont, quels moyens ils peuvent utiliser pour eux-mêmes faire leur travail, s'ils le font avec conviction, ce qui est le cas du personnage principal, qui fait vraiment son travail avec conviction, pas à la Serpico, parce que pour le coup, il est pas contre qu'on lui file un petit ticket de restaurant, voilà, c'est absolument pas le cas, et justement, le personnage est pas en croisade non plus constamment, mais juste, il veut par contre faire son travail vraiment, quoi. Ouais, en fait, ce qui est hallucinant, moi j'ai revu les 627 il y a quelques mois, c'est pareil, je l'avais peut-être vu à sa sortie, ou en tout cas quelques années après, et c'est un film dont je me rappelais pas du tout. C'est le numéro de Sofilm, Sofilm avait sorti un numéro sur le polar français justement, et qui m'avait donné envie de revoir ce truc, et j'étais éberlué par ça, parce que il y a un truc auquel on pense quand on regarde les 627 maintenant, c'est que c'est effectivement la plus grande référence, la dernière très grande référence contemporaine en matière de polar, c'est The Wire. The Wire qui ne parle que de ça, enfin qui parle beaucoup du rapport d'un individu qui veut exercer la loi, ou d'un individu qui veut exercer le contraire un méfait, par rapport à son milieu, par rapport aux règles de son milieu et tout ça. Ça ne parle que de petits calculs des gens ce qu'ils essayent de faire pour arriver à leur but. Des petits calculs, quelque chose qui sera absolument anti-spectaculaire, donc contraire à toutes les lois du genre. C'est pour ça que je dis que c'est des films qui vont vraiment à l'inverse du genre, vraiment, qui a quand même un genre spectaculaire, qui veut créer du spectacle, du grand récit, le code d'honneur des truands, le flic, voilà, le chevalier blanc contre les truands, enfin voilà, des grandes structures narratives, des archétypes et compagnie. Ça va à l'inverse de tout ça pour arriver justement dans la bureaucratie, et quand même faire du cinéma, et du cinéma qui est vraiment très agréable avec ça, enfin qui parce que là pour le coup, comme The Wire, il y a un aspect chronique vraiment qui est absolument fascinant. Le film il coule, quoi, vraiment, ça se regarde tout seul, c'est hyper agréable à regarder, c'est à la fois hyper violent et toujours agréable, on y suit tous les personnages, il y a presque un aspect très sériel, mais c'est le côté chronique qui fait ça. Oui, bien sûr, le film est assez long, et c'est vrai que c'est des petites séquences en général, enfin petites séquences, c'est-à-dire que c'est une accumulation quand même de moments de vie, c'est le principe de la chronique même, mais c'est vrai que tu t'attaches très vite au personnage, finalement, au personnage principal, et du coup tu es entraîné, enfin comme je te l'avais dit moi en antenne, c'est que j'étais surpris en le revoyant de démarrer le film et de me rendre compte, alors que je voulais l'arrêter, j'avais déjà regardé 3/4 d'heure, alors que je pensais avoir vraiment vu un tout petit bout du film, c'est passé à une vitesse folle, et ça m'a assez surpris. Taverny, je pense malgré tout, il a un vrai savoir-faire. Il a un peu trop envie de faire du cinéma des fois, alors que finalement, et L627 c'est un très bon exemple du fait qu'il est capable de poser sa caméra aussi justement, et quand il a vraiment un truc à raconter, il peut le faire avec sobriété et très très bien. Je te dis, les rares moments qui fonctionnent pas dans le film, c'est des moments vraiment trop de mise en scène où t'as des figurants qui doivent passer devant la caméra, ce qui veut faire un petit plan séquence, ça ne fonctionne pas. Quand il veut faire les petits plans séquences qu'il a tellement aimé dans le cinéma américain. C'est ça.
Ça marche pas. Par contre, quand il place sa caméra, qu'il filme, il dirige très bien les acteurs en général, mais là il y a beaucoup d'acteurs non professionnels aussi. Il arrive à les mêler quand même à la foule et ça crée un sentiment de vérité qui est propre à son projet. Et du coup, il y a un truc qui se passe quand même. Ouais. Puis après, on peut rapprocher. J'ai pas revu Police moi de Bah Piala, ouais, Police, moi je l'ai revu. Alors c'est évidemment, Piala, moi je mets toujours tout en haut de la chaîne alimentaire du cinéma. Police, c'est souvent un film qui est mis en bas de sa filmographie. Oui, mais moi je le mets toujours un petit peu en bas, même en le revoyant maintenant, même si c'est un film que je le revois, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'autres Piala, je vois Police, je me dis ouais putain, c'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est un film qui est extrêmement particulier, Police, et ça dit bien ce que c'est le polar, c'est que Police, c'est le plus gros budget de Piala par exemple, c'est le moment où il a vraiment une grosse notoriété et on lui donne l'opportunité de faire un polar où je ne sais plus si Piala se dit bon bah moi je vais faire un film avec des grandes stars. Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour avoir un film avec des grandes stars, donc je vais faire un polar. Et donc il fait un polar, évidemment c'est Police. Alors pour le coup on a ce côté très documentaire aussi qu'on va retrouver dans L627 ou dans des films vraiment très documentaires, de ce côté très quotidien, des interrogatoires, le côté répétitif, le côté anti-spectaculaire d'un interrogatoire, tout le contraire des interrogatoires qu'on va retrouver dans un film policier classique qui vont être assez expéditifs pour le coup, un côté très qui va aller directement à l'endroit de la révélation finale, je sais pas quoi. Là non, ça répète, c'est très long. Et ce qui est assez dingue dans ce film-là, c'est que c'est vraiment presque, c'est fascinant parce que c'est une œuvre de sabotage total. C'est que c'est pas du tout un polar, pas du tout. Ce que va nous raconter Piala là-dedans, c'est une histoire d'amour en fait entre Depardieu et Sophie Marceau, une histoire d'amour un peu bizarre qui est presque qui va être dans se jouer vraiment en sourdine pendant presque 1 heure de film et prendre le dessus pendant la dernière heure, et alors qu'on a eu une sorte de simili d'intrigue vraiment polar pour le coup, avec même dans L627 il y a pas ça, mais il y a vraiment une intrigue polar dans le Police à la base, mais qui à la fin on s'en fout complètement parce que on va avoir plutôt une histoire d'amour à la Loulou ou à ce qu'a pu faire Piala des moments. La dernière fois c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Et c'est un film extrêmement étrange, alors mais qui comprend des moments de grâce inouïe. Enfin je sais que le dernier plan de Police est foudroyant et qui c'est un plan qui n'a rien à voir avec un plan foudroyant de polar. C'est un plan de Depardieu complètement paumé parce qu'il est tombé amoureux d'une pute qui est une menteuse pathologique ou je sais pas quoi. C'est assez délirant. Mais on y trouve quand même pareil, parce que c'est un travail de documentation énorme, un travail de documentation qui a été fait par Catherine Braillat, en l'occurrence, tout comme L627 fait par un flic, c'est un des films écrits par un flic, basé là-dessus, sur son travail d'observation assez minutieux. Et là-dedans, on y trouve vraiment une sorte de valeur documentaire assez dingue sur ce que pouvait être le milieu de la police à cette époque-là, et puis les malfrats, si le milieu des malfrats était tenu par les Tunisiens à cette époque-là, ou plutôt d'autres personnes. Voilà, là on y trouve vraiment quelque chose de très précis, mais toujours avec ce côté extrêmement étrange chez Piala, où tu te dis c'est des fois tu sais pas si il y a un côté presque fabriqué, des fois c'est presque artificiel, et en même temps il y a un sentiment de vérité qui passe qui est dingue. Et le dernier film pour terminer cette émission, qui avant la chute du monsieur, c'était Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, qui c'est vrai détonne déjà par rapport au film qu'il avait pu faire avant, à savoir N'oublie pas que tu vas mourir et Nord, qui étaient des films assez rudes, vraiment francs du collier. Et là justement Xavier Beauvois rentrait dans le genre, le film policier vraiment, et puis après ça il a fait du coup ce qu'on sait, et puis il est retombé dans là d'où il venait, l'oubli. Mais le Petit Lieutenant, moi, m'avait vachement surpris, alors à la fois parce que c'était un vrai récit policier, avec une intrigue qui était que tu suivais, donc là on diffère un peu de la chronique, parce que il va ajouter ça à son film, il y a des moments évidemment des scènes de vie très très fortes, c'est là qu'il est le meilleur, je pense, même d'ailleurs c'est Beauvois, c'est dans les scènes de vie très fortes de conversations de comptoir ou des choses comme ça, mais il y avait quand même une vraie intrigue policière qui va justement rythmer elle-même ses chroniques, et il arrivait à trouver un vrai juste milieu, je trouve, entre ces deux vrais aspects de voilà le polar à l'ancienne, et puis la chronique comme avait pu le faire Piala justement, et Tavernier avec leur film. Ouais, c'est assez dingue. Et puis je sais qu'il y a entre le Petit Lieutenant et également L627 et aussi un autre film dont on n'a pas parlé,
qui est beaucoup moins bon, qui est La Balance, mais qui est une date quand même de l'histoire du cinéma policier français, parce que c'est un truc qui s'évolue extrêmement documentaire et dans la rue, qui a probablement lancé aussi une vogue de cinéma polar des années 80, un peu crapoteux, un peu naze, mais parce que voilà, justement on rentrait dans le cinéma un peu visuel et tout ça, mais d'un angle un peu crapoteux, un peu dégueulasse années 80, mais qui tous ces films là ont tous le point commun de montrer des bureaux de flics parsemés de posters d'affiches de cinéma. Dans La Balance, c'est assez exceptionnel. Ouais, dans La Balance, il y en a. C'est recouvert. Ouais, c'est recouvert. Dans Le Petit Lieutenant, il y en a un paquet, et dans L627, il y en a aussi. C'est toujours, on voit ce truc-là, à quel point il y a une imbrication totale. On sait que les flics, je pense que t'es pas flic par hasard, t'es flic parce que t'as vu des films de flics. Et en fait, dans les années 80-90, en tout cas, oui. Oui, probablement, voilà. Et t'as ce truc-là, mais qui dit quelque chose aussi sur le genre, sur l'intercommunicabilité qu'il peut y avoir entre les deux, ou à quel point ces bonhommes-là. Dans La Balance, par exemple, t'as à la fois le retour de l'inspecteur Harry et Alien. Oui. Enfin, ça va mélanger quand même. C'est pas Serpico qui est au mur dans La Balance, quoi. C'est l'inspecteur Harry et Alien. Puis t'as Rambo et machin. Mais oui, c'est assez intéressant. Par contre, La Balance, donc film de Bob Swan avec Richard Berry qui est tous les acteurs sont extrêmement mauvais. Richard Berry, Florent Pagny, Nathalie Baye qui est grotesque, et même Philippe Léotard qui est pourtant un type que j'aime beaucoup, mais là il est mauvais, quoi. Et en fait j'ai regardé le film en me disant bon bah c'est pas grave, de toute façon il y a Philippe Léotard, je prends toujours du plaisir à regarder Philippe Léotard, quoi. Et là non, il est mauvais. Comment ils ont fait pour rendre Philippe Léotard mauvais, quoi? C'est nul. La musique est abominable. Je vois très bien les tentatives de faire un film crapoteux justement dans la rue, violent, rude, sec. Sauf que Bob Swan n'a aucun talent, donc c'est raté et ça ressemble un peu à un nanar en fait. Ouais, carrément. Mais c'est un film qui a son intérêt parce que pour le coup, il a une valeur documentaire très forte. Parce qu'il est vraiment tourné dans des lieux où tu te dis, ouah putain, c'est dingue. Pour les décors, d'accord, il va tourner à Belleville. Il va tourner machin, tu sens qu'il y a mais sauf que voilà, il filme des décors justement, mais les acteurs, il a aucun talent pour les diriger. Mais tout est dans le jeu, tout est dans Richard Berry. Richard Berry, c'est le pauvre mec qui est persuadé d'être le Al Pacino français. Ah oui, vraiment. Donc il joue comme le Al Pacino français. Il pense qu'il est le Al Pacino français. Oui. Il est absolument ridicule. Et c'est presque un des péchés capitaux du cinéma français, c'est qu'il y a des moments, les bonhommes, ils sont persuadés d'être le Al Pacino français. Sauf que non, là c'est l'incarnation. Là pour le coup, c'est le top du top, quoi. Je pense que j'ai jamais vu un truc pareil. Il est vraiment convaincu. Enfin, c'est quelque part entre Al Pacino et Don Johnson, parce que c'est limite s'il a pas la veste de Miami Vice et qu'il se remonte les manches avec ses grosses lunettes d'aviateur et qui hop là, c'est moi badaboum. C'est presque gênant. Et c'est extrêmement gênant. C'est pas presque, c'est extrêmement gênant. Enfin, moi j'étais vraiment embarrassé de voir tout ça en me disant, alors que même Florent Pagny est mieux que Richard Berry. Oui, non mais voilà, mais alors que ce qui est extrêmement gênant surtout, c'est de se dire qu'il y a un type qui a peut-être eu l'intention au départ de justement faire un film qui va te montrer un truc un peu cradingue, qui a vraiment cette intention là de faire un film rude, sec, cradingue, qui a peur de rien. Ses personnages principaux, c'est un flic justement un peu tête brûlée, et puis une pute, et puis son Mac, et qu'il va y avoir un triangle amoureux et des trucs comme, et enfin vraiment de prendre des personnages qui sont tous un peu dégueulasses et dans un milieu dégueulasse, et il en fait une espèce de série Z vraiment grotesque au feu de l'amour. C'est extrêmement dommage. Enfin, c'est un exemple typique de ce que le cinéma français aurait pu faire de mieux, mais que finalement il est incapable de faire correctement. En tout cas, c'est l'exemple de type d'un film qui est incapable de marier des archétypes et l'approche documentaire. Ouais. Il est absolument incapable, ce qui fait un mélange. Tu dis waouh, c'est gênant, quoi. C'est que finalement les meilleurs films français, c'est ceux qui vont partir sur la chronique et l'aspect documentaire. Et il y a aussi l'extrême, le vrai documentaire, genre Fait divers de Depardon, justement, qui est absolument merveilleux à ce niveau-là. Donc dans l'extrême documentaire, le cinéma français est très efficace. Et par contre, quand il veut en effet faire de la fiction et marier ces deux-là, il a une espèce d'incapacité. Et quand tu parlais tout à l'heure de La Conquête, par exemple, pour revenir un peu sur le cinéma politique, La Conquête, donc le biopic de Nicolas Sarkozy, était absolument nul à chier. Enfin, c'était vraiment aucun intérêt, ce film. Alors que justement, il aurait pu vraiment ancrer son film dans une réalité sociale et politique,
qui aurait pu être très très forte. Enfin, il y a de quoi faire quand même sur Sarkozy en termes de cinéma politique ou même n'importe quoi d'ailleurs. Enfin, tu peux tout faire, je pense, avec ce personnage-là, même s'il est insupportable. Mais c'est pas la première fois. On a déjà fait beaucoup de très bons films avec des personnages qui sont insupportables. Il y a vraiment des choses à faire, mais le cinéma français en est incapable. Et alors que le cinéma américain a déjà, enfin, c'est raté sur des trucs comme ça. Mais il y a quelques réussites. Je pense qu'une affaire d'État de Éric Valette avec Dussolier est plutôt bon. Était très bien, mais par contre c'était une fiction pour le coup. Oui, c'était une fiction pour le coup, mais une vraie fiction. Mais après, tous les films dont on parle sont des. Non, mais voilà, même le c'est juge par rapport à la Fayard, conquête. C'est par rapport à la conquête, mais là pour le coup, la conquête est vraiment frontale. Et c'est vrai qu'une affaire d'État était très réussie. Et il y a un film dernièrement, et là c'est malheureux parce que je pense que je vais vraiment pas retrouver le titre, mais un film qui est réalisé par Nicolas Parisi avec Melville Poupeau et également Dussolier qui joue encore une fois le diplomate, enfin l'homme politique un peu sournois, qui est une histoire plus ou moins inspirée par l'affaire Coupa, qui est plutôt très très bon aussi, Coupa. Et qui est réellement aussi un film qui arrive à créer de la fiction et du genre vraiment à travers un truc très documenté. Bon, il va être temps de se quitter malheureusement. Je rappelle que le festival La Vilaine est en noir donc a lieu du 23 au 26 à Rennes, un peu partout, qu'il y a des expos avant et je crois que ça dure encore après jusqu'au 29, en tout cas au moins novembre. Il y a des expositions aussi à Rennes, photos, des lectures, des concerts, beaucoup de choses. Il faut aller sur le site internet de La Vilaine est en noir. On parle de novembre 2016. Si vous écoutez cette émission en 2025, ben c'est trop tard. C'est fort probable que Canal B diffuse encore nos émissions en 2025. Et puis rappelez que vous pouvez écouter la première partie de cette émission sur le site de Canal B, évidemment en podcast, comme celle-ci d'ailleurs. Si vous avez raté le début qui était merveilleux, Antonin s'est lâché. C'était super malgré sa maladie. Il m'a dit qu'il avait un champignon qui lui poussait dans la gorge. C'est dégueulasse. Et là j'ai envie de mourir. Voilà, tu as tout donné. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés. On va se quitter avec l'extrait de Un flic de Melville, dont on n'a pas parlé. Le dernier film de Melville, mais il y a un moment où il faudra qu'on parle de Melville pour de vrai, je pense. C'est très intéressant quand même. Je rappelle d'ailleurs que un numéro de ce film est sorti cet été où il y avait tout un article sur Melville. On se quitte donc avec l'extrait d'Un flic, le dernier film de Melville. Merci à vous, merci Antonin, à très bientôt. Des bisous. Il reste peu de moyens à l'identité judiciaire pour découvrir qui était ce Schmitt. Le service des cartes d'identité s'il en avait une. Ou bien s'il a eu la bonne idée de se faire arrêter, au moins une fois. Ouais, autrement plus rien. Il ira rejoindre l'armée des morts anonymes. Sauf si la providence des policiers veille. Un coup de téléphone. Ou une lettre d'un nom moins anonyme indicateur. Ce métier rend sceptique. Notamment sur le scepticisme. Dans le fond, les deux seuls sentiments que l'homme ait jamais été capable d'inspirer à un policier sont l'ambiguïté et la dérétion.